Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le théâtre français. Au Brésil de 1945 à 1970. Un outil de la diplomatie française contre le recul de son influence culturelle. Recherches Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Recherches Amérique latine publie des travaux de recherche de toute discipline scientifique sur cet espace qui s'étend du Mexique et des Caraïbes à l'Argentine et au Chili. Dernière parution. Alain Conen, Rite divinatoire et initiatique à la Havane 2009. Montserrat Ventura Ioler, Identité, cosmologie et chamanisme des Tsachilas de l'Équateur 2009. Henri Favre, Le mouvement indigéniste en Amérique latine 2009. Thomas Calvo, Vivre dans la Sierra Zapotèque du Mexique 1674 à 1707 2009. Paola Domingo et Hélène Vigneault dire Art et société en Amérique latine, la transgression dans tous ses états 2009. Hector Dantes-Incotta, Ricardo Molinari ou La solitude de la Pampa 2009. Monesti Junior FANFIL, Haïti, Le maintien de la paix en Amérique centrale et dans les Caraïbes 2009. 50, AUBAGUE, J. Franco ALARAALENGRIN dire Les littératures en Amérique latine au XXe siècle, une poétique de la transgression, 2009. Ismaïl Xavier, Glauber Rocha et l'esthétique de la fin 2008. Henri Favre, Changement et continuité chez les Mayas du Mexique 2008. Carmen Anapon, L'autobiographie à Porto Rico au XXe siècle, l'inutile, l'indocile et l'insensé 2008. Françoise Moulin-Civil sous la dire Cuba 1959 à 2006. Révolution dans la culture. Culture dans la Révolution 2006. Jair Philippe Bichara, La privatisation au Brésil, aspect juridique et financier, 2008. Idlet MUZARTFONSECA dos Santos et Denis Rolland, Le Brésil des gouvernements militaires et l'exil. 1964 à 1985, 2008. Bernard Grunberg, Le contrôle de la vie religieuse en Amérique, 2008. Nadine Susani, Le règlement des différends dans le Mercosur, 2008. Remerciements. Nombreuses sont les personnes que j'aimerais remercier, et une page n'y suffirait pas. Que celles ou ceux que j'aurais omis de mentionner ci-après, veuillent bien m'excuser. J'exprime toute ma gratitude à Rui Manuel Martins, Jean-Michel Henny, Gabriel Aconjol et Francisco Gomez, pour leur soutien et leur amitié en France. À Monsieur Jean-Yves Gautret pour sa générosité. À ma mère pour m'avoir toujours soutenu. À Madame Irailde pour son soutien moral. À Monsieur Hugo Suppot pour ses suggestions. Aux responsables des archives que j'ai dû consulter pour leur attention, leur patience et aide. De plus, je voudrais remercier mes amis au Brésil qui me manquent énormément, Mauro Celio, Julio César, entre autres. Je remercie également Frédéric Rionnier pour sa relecture et ses corrections. Enfin, j'adresse un remerciement tout particulier à Almir Cheban El-Carré et Denis Rolland pour leurs conseils et leur amitié. C'est à eux que je dédie ce livre. Table des sigles. ACF Archives de la Comédie Française. AFAA Association Française d'Action Artistique. AMAE Archives du Ministère des Affaires étrangères. AMAEN Archives du Ministère des Affaires étrangères, Nantes. AMREB Archives du Ministerio das Relações Exteriores, Brasilia. BEOFE Bureau des écoles et des œuvres françaises à l'étranger. CCDMF Centro Cultural Dramatico da Maison de France. CNF Comité national français. DAS Direction d'Amérique du Sud. DEA Diplôme d'études approfondies. DGACT Direction générale des affaires culturelles et techniques. DGRC Direction générale des relations culturelles. DGRCST Direction générale des relations culturelles scientifiques et techniques. EHESS École des hautes études en sciences sociales. HCCI Haut Conseil de coopération internationale. IHEAL Institut des hautes études de l'Amérique latine.
MEI Ministère des Affaires étrangères. MRE Ministerio das Relações Exteriores. SCAC Service de coopération et d'action culturelle. SCTI Service de la coopération technique internationale. SI Service des échanges artistiques. SOFE Service des œuvres françaises à l'étranger. TAF Théâtre de l'Alliance française. TMF Théâtre de la Maison de France. USP Universidade de São Paulo. Introduction. Durant tout le XIXe siècle et jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, et la France en particulier, est la principale référence en termes de création intellectuelle et artistique, non seulement au Brésil mais dans toute l'Amérique latine. Dans cette étude, nous nous en tiendrons cependant au Brésil. C'est pendant le deuxième conflit mondial, et jusqu'aux années 1970 qu'on observe le déclin progressif de l'influence française au Brésil. Naturellement, ce phénomène est déjà perceptible à partir du début du XXe siècle, principalement à partir de la Grande Guerre, mais il est évident, et c'est la particularité de la période dont je traiterai ici, qu'il s'accélère de manière irréversible à compter de la Seconde Guerre mondiale. 3 facteurs fondamentaux expliquent cette mutation: le développement de l'influence de la culture nord-américaine, le nationalisme brésilien et la difficulté essentiellement économique, pour la diplomatie française de maîtriser la communication d'une culture de masse à destination des classes populaires brésiliennes alors émergentes. Ces 3 facteurs font partie intégrante de l'apparition d'une nouvelle vision du monde, engendrée par le développement du capitalisme et de la technologie, qui impose la massification de la culture. Mais la Seconde Guerre mondiale et le contexte de guerre froide qui en a résulté constituent la cause la plus immédiate du renforcement sous tous ses aspects, des États nationaux périphériques et en conséquence, des nationalismes, notamment du nationalisme brésilien. Le contexte international et le développement de l'économie et de l'industrie brésilienne servent ainsi de rampe de lancement à la construction d'une politique et d'une société nationaliste, qui domine sans cesse tous les domaines de l'expression culturelle du pays jusqu'aux années 60. À cela s'ajoute l'expansion de l'industrie culturelle comme construction et aliment idéologique de la masse. Cette industrie s'identifie beaucoup plus à la politique culturelle nord-américaine. Les États-Unis, indépendamment de leur rôle de principal promoteur du modèle de communication de masse, issu du Fordisme, disposent en effet d'énormes moyens financiers pour investir dans le domaine, à tel point qu'aucune autre puissance du globe n'est en mesure de leur faire concurrence. Ce sont là les 3 obstacles principaux de la politique culturelle française au Brésil. Le nationalisme brésilien, l'expansion de l'industrie culturelle de masse et la puissance financière des États-Unis pour soutenir ces productions culturelles. Si nous avions choisi de représenter par un graphique l'influence culturelle française au Brésil durant la période traitée dans cette étude, en prenant en considération les archives diplomatiques sans la nécessaire analyse critique, nous observerions à certains moments quelques pics de retour en force, par rapport à l'influence de la période d'avant-guerre, bien que ces mêmes archives expriment très fréquemment des plaintes amères sur la perte de terrain face aux États-Unis. Finalement, ces mêmes informations, une fois comparées et analysées, peuvent se résumer aux commentaires du consul général de France à São Paulo, adressé à l'ambassadeur, en 1965, à Rio de Janeiro. Jusque vers 1950, la culture de l'élite brésilienne était étrangère et pour une bonne partie française. Depuis 1950 à 1960, s'amorce en même temps que l'industrialisation du pays une nationalisation de la culture, une prise de conscience du désaccord grandissant entre les problèmes brésiliens et solutions importées de l'étranger. 1. En 1970, terme de notre période et d'une influence culturelle française importante, on peut lire dans la presse brésilienne de féroces critiques à l'encontre de certains représentants du théâtre français dans le pays. Ces critiques sont, à l'évidence, nourries par un puissant nationalisme. Il ne s'agit pas d'une action menée seulement contre la France, mais contre tous les États historiquement impérialistes. C'est dans ce contexte, parfois peu favorable, que s'exerce la politique culturelle française durant les 25 années qui ont suivi la guerre. En rapport au concept de culture, malgré l'ampleur des formes qu'il peut prendre, formes qui d'ailleurs englobent toutes les créations ou productions d'une société, il faut souligner le fait que la politique culturelle française vers l'étranger en exclut elle-même divers éléments,
et exporte seulement ceux qui servent la construction et le maintien d'une image positive. Cette constatation permet d'expliquer une des raisons du déclin de l'influence culturelle française au Brésil, celle d'une image construite pour le Brésil et le monde, sur des éléments de haute culture, qui ne parvient pas à évoluer, trahissant ainsi les faiblesses d'un pays peu apte à toucher les masses de manière efficace. On est devant le cas typique de construction d'une demande de la part du public brésilien d'éléments de haute culture entretenus par la France depuis le XIXe siècle, qui devient anachronique à une époque où le capitalisme, en recourant à la publicité au moyen des grands médias de communication, télévision, radio, cinéma, capte les consciences par le bas, avec peu d'ambition, voire aucune, au-delà des objectifs de consommation d'eux. Entre les années 1945 et 1970, la France présentait une grande diversité culturelle, variant énormément selon les régions et les classes sociales. À propos de la diversité culturelle des classes sociales, même si l'on traite d'une période où l'on peut constater l'intégration des classes, comme l'a mis en évidence Herbert Marcuse en analysant l'apparition de l'homme unidimensionnel 3, ce que l'on observe c'est que la classe prolétaire, bien qu'elle prenne conscience des chaînes qui la lient à la bourgeoisie, paraît se maintenir, en général à distance de la création et du profit de cette culture consommée par la classe qui s'y oppose, au moins jusqu'à la fin des années 1960. Ainsi c'est aussi dans ce sens que l'on ne peut pas parler de culture française en général, manifestée dans sa politique culturelle internationale, sauf si l'on est conscient du fait que cette politique culturelle ne tient pas compte d'une grande part des éléments culturels de la France dans leur diversité. Dans le cas de sa politique culturelle au Brésil, comme partout d'ailleurs, la France a toujours choisi d'exporter en priorité ce que nous avons déjà désigné comme des éléments de haute culture, des éléments créés, ou élaborés et consommés par l'élite bourgeoise et intellectuelle du pays. Cela pour une simple raison. La politique culturelle française a toujours eu pour but d'atteindre l'élite bourgeoise et intellectuelle brésilienne. Comme l'a bien observé Hugo Suppot, en se référant à la politique culturelle française des années 30, son objectif principal est d'obtenir pour la France la position d'allié privilégié dans la formation des élites brésiliennes. 4. Ce même objectif perdure à partir 1945, bien sûr, accompagné d'un autre, celui de réussir à toucher aussi la masse populaire. Ce nouvel objectif est dû à la croissance de la culture de masse, conséquence directe du développement des médias de masse et de l'augmentation du pouvoir de consommation des classes populaires. Et doit nous servir à nous chercheurs, de preuve que l'un des buts fondamentaux de la politique culturelle étrangère, de n'importe quel pays, est de créer des marchés hors des frontières. Par conséquent, ce travail utilise le concept de culture, de manière restreinte, au sens défini par la politique d'exportation de la culture française. Si nous agissions autrement, notre sujet y perdrait en précision. Les relations culturelles internationales remontent à des temps immémoriaux, de telle sorte que toute tentative de définition de leurs origines est impossible. En général, elles se produisent spontanément. Toutes les cultures, de quelque forme que ce soit, reçoivent les influences d'autres cultures en raison même des relations internationales. Tous les États-nations modernes naissent, qu'ils le veuillent ou non, de la symbiose permanente, car historique, de diverses cultures, quand bien même dans la majorité des cas, il en existe une qui s'avère prédominante. Tel fut le cas au Brésil de la culture portugaise, cette dernière étant bien évidemment la synthèse historique de bien d'autres cultures. Ce qui vient d'être dit va nous permettre de concevoir la politique culturelle étrangère, comme différente de la relation culturelle internationale, la première étant organisée et exercée par l'État avec des objectifs précis. La politique culturelle étrangère est organisée et menée de manière systématique par les États-nations modernes, et en vient à être utilisée comme un instrument puissant dans les relations entre États, principalement au XXe siècle et plus précisément après la Première Guerre mondiale. La France est généralement considérée comme un État pionnier dans ce domaine. Edgar Tel Ribeiro définit la diplomatie culturelle, au sens de politique culturelle étrangère, comme une application spécifique de la relation culturelle pour l'accomplissement d'objectifs nationaux de nature non seulement culturelle mais aussi politique, commerciale et économique. 5. Dans son vocabulaire critique des relations culturelles, Albert Salon caractérise la politique culturelle étrangère
comme une définition est mise en œuvre par l'État de la partie de l'action culturelle de ses citoyens et de ses institutions nationales publiques et privées sur laquelle il peut avoir une prise directe ou indirecte dans le but de la faire servir sa politique étrangère au sens le plus large de ce terme. 6. En se basant sur ce concept, on note que la politique culturelle est une prérogative de l'État et que, liée ou non à cette politique culturelle, l'action culturelle désigne tout type d'exportation de culture d'un pays à un autre, peu importe le groupe, l'institution ou l'individu qui en est responsable, caractérisé par une initiative privée. En ce sens, l'action culturelle peut parfois outrepasser les limites imposées par la politique culturelle étrangère, et quelquefois, certains éléments déterminés de la culture d'un pays peuvent faire préjudice aux intérêts de l'État d'origine. Ce travail cependant n'inclut pas dans son cadre d'observation des éléments de la culture française au Brésil par des groupes, institutions, et ou individus qui d'une forme quelconque ne seraient pas liés, directement ou indirectement, soit au travers des subventions ou d'un simple appui à l'État français. Toutefois, nous inclurons, en les mentionnant brièvement, des institutions privées qui bénéficient d'une autonomie face à l'État, mais sont utilisées par ce dernier à travers sa politique culturelle. C'est le cas de l'Alliance française, fondée en 1884 et reconnue d'utilité publique en 1886 par le gouvernement français, ou encore les congrégations religieuses qui, bien que privées, bénéficient fréquemment d'interventions de l'État, les lycées, etc. Et évidemment, puisqu'il s'agit du cœur de notre analyse, tous les éléments liés au théâtre exporté au Brésil subventionné par l'État français. Enfin, il convient de rappeler que la politique culturelle étrangère est analysée comme l'une des 4 dimensions des relations internationales, les 3 autres étant les relations économiques, politiques et militaires. Je concède volontiers que les frontières entre ces 4 domaines sont passablement arbitraires, mais la taxonomie est la condition sine qua non de toute analyse. Comme le sujet de cette recherche est relativement récent, la plus grande partie de la bibliographie qui le concerne n'échappe pas aux faiblesses de l'historiographie actuelle, principalement en ce qui touche à la définition de concepts et à la prise en compte des théories. Ainsi, il n'est pas rare dans les textes consultés que les auteurs négligent de spécifier ou de concevoir le Brésil auquel ils se réfèrent. Avec ce manque de clarté dans les concepts, il est habituel d'observer une déformation des sujets étudiés. La bibliographie consultée, quand elle aborde l'implantation des institutions et l'adoption de modèles philosophiques, ou simplement les mœurs pleines de légèreté de l'Europe, et de la France en particulier sur le territoire brésilien au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, oublie le fait crucial qu'il ne s'agit pas de Brésiliens imitant ou suivant des modèles européens sur leur territoire, mais en réalité de vrais Européens, nés au Brésil, de langue portugaise, pratiquant et imposant les modes de production et de culture européens aux Africains, Amérindiens et tout autre métis déclassé du territoire américano-brésilien. Quand on parle de Brésiliens, on parle généralement et implicitement d'une espèce de mélange culturel, composé à égale contribution des groupes ethniques africains, amérindiens et européens. Or, pendant la colonie, au XIXe siècle et durant une bonne partie de la première moitié du XXe siècle, ce que l'on observe sur le territoire brésilien, c'est l'exclusion des cultures et des individus amérindiens et d'origine africaine de tous les secteurs supérieurs de la gestion, de l'économie, de la politique et de la culture en général, bien qu'en ce qui concerne les Noirs, on doive plutôt parler de tentative d'exclusion puisque depuis le XIXe siècle il est pas rare de constater la présence de Noirs et de Métis à proximité du sommet, du pouvoir économique et politique au Brésil. Car ces mêmes secteurs sont occupés par une élite qui parle portugais, boit du vin et du whisky, prie le Dieu des chrétiens, organise la production pour le marché, etc. Même si des œuvres classiques comme Casa Grande Senzala ou Raíz do Brasil 7 décrivent l'assimilation de la part des Portugais et nés au Brésil d'éléments de la culture autochtone et africaine, cela n'empêche pas le fait qu'ils restent substantiellement européens, de la même façon que les Portugais au Portugal ont continué, évidemment, d'être européens, bien qu'ils se soient mis à utiliser du tabac, des pommes de terre, des esclaves africains, etc. À ce propos, l'anthropologue José Luis dos Santos nous dit qu'il est commun qu'en Amérique latine les débats sur la culture se réfèrent à une histoire d'influences culturelles d'origine multiple, lesquelles ont pour pôle d'intégration les processus dominants dans le monde occidental,
qui concernent la production économique, l'organisation de la société, la structure de la famille, le droit et les idées, les représentations et les formes de connaissance. Il faut considérer avec prudence cette tendance à concevoir des pays comme le nôtre, le Brésil, comme un mélange de traits culturels. 8. En simplifiant la logique de choses, on constate que si l'on a exclu les cultures indiennes et africaines, il reste seulement l'européenne. Et c'est cette culture hégémonique qui s'impose et qui crée le Brésil, c'est-à-dire un État-nation conçu et organisé à la manière européenne. C'est dans ce sens que l'on peut qualifier, au minimum, d'idéologique l'argument qui considère les Brésiliens comme adoptant des modèles européens. En fait, ce sont des Européens qui s'imposent sur le continent américain, naturellement sous certaines conditions particulières, particularités liées au contexte écologique et des résistances des indigènes et des esclaves d'origine africaine. Résistances fortes, qui imposent leur spécificité culturelle, mais pas de façon suffisante pour empêcher la naissance d'une nouvelle nation à l'européenne. Preuve en est le fait qu'aujourd'hui au Brésil, il existe seulement environ 400 000 indigènes, enfermés dans des réserves, soumis à la législation fédérale, recourant à la médecine occidentale, etc., sur une population globale de près de 190 millions de personnes. Une autre preuve imparable est cette sorte de besoin intellectuel, engendré par convenances politiques et économiques, que sont les recherches financées, par exemple par la Fondation Ford, en faveur du développement de l'idéologie des particularismes culturels des Noirs du Brésil, particularismes conçus en relation avec ceux des Blancs et des Métis. Comme si un Noir bourgeois était différent d'un Blanc de la même classe, ou comme si un Noir de la favela se distinguait d'un Blanc du même milieu. Genre de construction idéologique élaborée dans certains milieux académiques, qui prétendent supplanter l'antagonisme de classe par une sorte d'antagonisme épidermique, et conforter ainsi le statu quo capitaliste. En ce sens, les recherches et leurs résultats sur ce sujet ressemblent plus à une propagande idéologique, dans le but de former des consciences déconnectées de la réalité, qu'à une science fondée sur des analyses historiques empiriques. La situation du noir, généralement pauvre, en vient à être perçue comme le résultat d'une exploitation du blanc et non du capital neuf. Ainsi les traits culturels propres à la classe la plus défavorisée, dont relève la majorité des Noirs et des Métis, en viennent à être rattachés à une origine ethnique et non à la classe sociale à qui ils appartiennent. Dans cette manière de penser, si dans les favelas on écoute plus de samba que de musique classique, la raison en est l'origine ethnique des habitants, et non le fait évident que ces mêmes habitants sont privés d'une éducation plus large qui leur permettrait de goûter d'autres styles de musique. La marginalisation est ainsi escamotée au profit du discours anthropologique, du particularisme culturel. L'ignorance cesse d'être appelée par son nom, et se voit promue au rang de particularisme culturel. Et pire, on peut même discuter de la nécessité de défendre ce particularisme culturel, autrement dit, mais qui en fait ne peut pas se dire, défendre le maintien de l'ignorance. En liant cette explication à la demande culturelle internationale, les débats sur ce sujet me paraissent souvent stériles, principalement en raison du fait que l'on parte d'une base d'analyse où l'on insiste sur la nécessité du Brésil d'être une exception culturelle achevée, où l'on exige, par exemple, que l'art, pour être brésilien, doit être défini typiquement comme tel, sans relation avec l'Europe. Mais comment le Brésil pourrait-il être autrement qu'éminemment européen ? Pourquoi la capoeira serait brésilienne et pas l'opéra ? En fait, ces deux formes d'expression culturelle sont respectivement d'origine africaine et européenne, et toutes deux sont reprises ou réinventées au Brésil, chargées de caractéristiques dues au milieu écologique et social brésilien. À présent, considérons un espace géographique occupé par des Européens, où les autochtones ou ont été massacrés dans leur grande majorité, où ont fui à l'intérieur d'un territoire devenu a posteriori un État national, où les Noirs amenés d'Afrique ont été acculturés, obligés d'assimiler les mœurs, la langue, la religion et la morale européenne, où les institutions en place, sauf exception, qu'elles soient coloniales, impériales ou républicaines, étaient semblables aux institutions européennes et principalement où on a implanté des modes de production destinés au marché mondial, selon des modèles et des intérêts européens. Dans ce même pays,
certains intellectuels insistent sur la nécessité de valoriser un particularisme culturel brésilien qui, il importe de le souligner, pourrait tout aussi bien être qualifié de primitivisme culturel. Évidemment, mon propos ici n'est pas d'affirmer que le Brésil est une Europe transplantée sur le sol américain, mais bien d'affirmer la nécessité de relativiser l'idée de relativisme culturel au Brésil. Finalement, beaucoup d'intellectuels brésiliens qui ont pour habitude de défendre et de valoriser ce qui, j'insiste, pourrait être considéré comme du primitivisme culturel, et qui sont normalement bien vus des classes moins privilégiées, en particulier des personnes qui ne les comprennent pas, préfèrent généralement Richard Wagner au spectacle d'une école de samba ou un ballet à un bal populaire et n'ont pas de temps pour la capoeira. Ces mêmes intellectuels, conscients, ils sont rares ou inconscients et démagogues, la majorité, finissent par conforter le statu quo brésilien, d'un côté une élite intellectuelle et ou économique qui détient le pouvoir suivant la ligne de leurs ancêtres. Études générales, parfois jusqu'au doctorat, selon un parcours de vie comparable à celui d'un Européen issu de la classe moyenne ou dirigeante. Il ne pourrait en être autrement vu qu'elle est culturellement européenne, de L'. Autre, la majorité de la population peu ou mal scolarisée et économiquement défavorisée. Celle-ci généralement n'accède pas à l'université, ou au moins à l'université de qualité. Elle préfère le spectacle de l'école de samba à Richard Wagner, de fait elle ignore son existence, elle préfère le bal au ballet. Cette même masse est reconnue et valorisée par des intellectuels nationaux et étrangers qui semblent dire « Continuez comme ça, vous êtes formidables. Vous n'êtes pas de pauvres gens ignorants, vous êtes un particularisme culturel. » Ici il convient de rappeler le concept de citoyenneté, chez Pedro Demo. Pour cet auteur, être un citoyen, c'est pouvoir disposer de tous les biens écologiques, technologiques, religieux, politiques, économiques, scientifiques, culturels, de la société où l'individu se trouve. 10. Dans un article intéressant, Guy Martinière constate que la construction de l'imaginaire brésilien, qui sert de fondement à la formation de la pensée nationaliste, est en partie l'œuvre d'intellectuels étrangers, et principalement français. 11. Ces mêmes intellectuels étrangers, imbus d'idéaux pleins de mythes et espoirs européens, ont souvent décrit le Brésil sans l'indispensable impartialité qui évite les projections de ces mythes et de ces espoirs. Et ce sont ces mêmes intellectuels qui ont contribué à la formation des intellectuels brésiliens, c'est-à-dire qui leur ont transmis leur point de vue, souvent déformé pour les raisons déjà évoquées. Ainsi, comme leurs maîtres européens, les intellectuels brésiliens confortent le point de vue selon lequel le Brésil est un grand particularisme culturel. Inconsciemment ou non, ils travaillent à la construction qui satisfait la demande idéologique européenne d'un espace géographique exotique. Dans le processus de construction du nationalisme brésilien, ce regard européen impose la conception d'une culture nationale douée d'une grande particularité, comme si le pays était la synthèse exotique des cultures amérindiennes, africaines et européennes. Dans ce constat arbitraire, sauf quelques expressions au sein de la culture brésilienne, beaucoup d'intellectuels semblent croire que les trois grandes ethnies du pays ont concouru ensemble et dans une même proportion à la formation de la culture brésilienne. Erreur crasse vu que historiquement, la culture européenne a dominé les deux autres. Même s'ils n'ont pas été complètement anéantis, chose très difficile à mesurer, les éléments originels des cultures amérindiennes et africaines ont été assimilés par la culture européenne présente au Brésil dans la mesure de leur utilité. 2. C'est intéressant de constater que, parallèlement au développement du nationalisme brésilien durant le second quint du XXe siècle, développement accru à partir des années 1950, beaucoup d'intellectuels et d'artistes en sont venus à valoriser le primitivisme culturel, tant au Brésil qu'en Europe. Les cultures primitives commencent à être valorisées par une partie de l'élite européenne, à partir de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. C'est donc dans ce contexte historique d'anti-positivisme, anti-intellectualisme, anti-darwinisme social et en son moment le plus radical, anti-raison et anti-conscience, influencé par la théorie freudienne, que des groupes d'intellectuels et d'artistes iront chercher des inspirations chez les cultures dites primitives et même dans des éléments liés à l'idée d'infantilité pour leur combat idéologique et esthétique contre la civilisation occidentale. Les insatisfactions de ces mêmes groupes ont été accentuées avec la Première Guerre mondiale,
qui pour eux représente l'évidence la plus visible de l'incapacité de l'Occident à s'autoproclamer comme civilisation plus développée que les autres cultures du globe. Ainsi, il existait des groupes d'intellectuels et d'artistes représentant de plusieurs lignes théoriques et esthétiques modernistes, comme le Die Brücke, der Blaue Reiter, le Chevalier Bleu, le dadaïsme, le surréalisme, etc., mais liés par une même idée de combat contre le rationalisme, l'utilitarisme occidental, qui vont valoriser les éléments culturels primitifs et infantiles. C'est donc à cette époque que masques, outils, liturgie et formes d'expression artistique en général sont recherchés chez les Esquimaux, les autochtones de l'Océanie, de l'Afrique et de l'Amérique comme source d'inspiration pour ces artistes. Ils vont aussi divulguer des idées de xénophilie et négrophilie 12. Or pour nous il est fondamental de constater par exemple, que c'est à cette même époque 1922, qu'un groupe de musiciens populaires brésiliens composé par des Noirs et des Métis, les Batuta, est pour la première fois présenté à Paris avec un grand succès public. Cette tournée nous montre un des premiers exemples de la culture populaire brésilienne répondant à la demande idéologique française pour des cultures exotiques, primitives ou par des éléments dits infantiles. Il faut rappeler que des musiciens comme les Batuta deviennent à la mode au Brésil à la même époque qu'en Europe. Le fait est que le mouvement moderniste au Brésil se développe pratiquement en concomitance avec le modernisme européen. Avant d'être adopté par des artistes et intellectuels de l'avant-garde brésilienne, des musiciens comme les Batuta étaient perçus par l'élite, plutôt comme des artistes de gentinha, petites gens, c'est-à-dire artistes pour la classe moins privilégiée. On peut peut-être donner moins d'importance au fait que quelques modernistes français prennent la culture populaire pour de la culture primitive ou infantile, comme par exemple le cas des Batuta. Par contre, ils étaient de telle façon avides de culture primitive que l'année suivante ils vont même prendre la musique savante de Villa-Lobos pour de la musique primitive, ou au moins chargée de primitivisme et ou de force juvénile. La présence de Villa-Lobos à Paris en 1923 paraît alors avoir touché la même demande qui avait été touchée par les Batuta. Florent Schmitt perçoit le musicien brésilien comme un néo-sauvage, et en faisant l'éloge du gigantesque Choro 8, il voit les pires instincts de ce rescapé de l'âge de pierre 13. Bien sûr que le rescapé de l'âge de pierre, Villa-Lobos, fils d'un historien et bibliothécaire espagnol, avait eu déjà beaucoup d'expérience avec les rythmes folkloriques et même des rythmes autochtones existant au territoire brésilien. Mais bon, il est bien possible de faire un parallèle entre les aventures du moderniste Villa-Lobos en train de partir de Rio de Janeiro ou Sao Paulo pour parcourir le Sertão ou l'Amazonie brésilienne, et les aventures d'un moderniste parisien en train de plonger dans la France profonde, du début du XXe siècle, ou dans l'Afrique tribale. Ce qui reste est l'évidence que le moderniste brésilien avait la même option esthétique que le moderniste français. La recherche du primitif, du pur. Ce qui demeure est que l'image du moderniste brésilien reste aussi comme celle d'un rescapé de l'âge de pierre, et que l'image du moderniste français reste plutôt comme d'avant-gardiste. Dans l'imaginaire français depuis des siècles, le Brésil représente l'exotisme, même si parfois identifié avec la latinité, mais plutôt comme une sorte de culture latine dégradée. Avec la nouvelle demande du primitivisme en France, l'exotisme brésilien passe à être perçu, particulièrement dans le milieu artistique, comme presque synonyme de primitivisme ou d'infantilité. Et au début des années 20, les Batuta et Villa-Lobos viennent pour nourrir cet imaginaire qui demeure, peut-être jusqu'à aujourd'hui, à la différence qu'au lieu des intellectuels et artistes avec des pensées approfondies et prétendument révolutionnaires du début du XXe siècle, la demande actuelle en France vient plutôt de la masse populaire et résignée. Ce qu'il y a de commun entre les intellectuels et artistes du début du XXe siècle et la masse française actuelle, c'est la confusion. Les premiers prennent une culture populaire pour une culture primitive et naïve, et la seconde prend une culture de masse pour culture populaire. Les Batuta d'aujourd'hui sont plutôt des produits fabriqués par les médias de masse brésiliens, qui servent encore à atteindre la demande de l'imaginaire français. Sans s'en rendre compte, une part significative de l'élite intellectuelle brésilienne assimile jusqu'à la moelle l'idéologie européenne qui fait du Brésil un pays exotique, un pays très différent. Et ils font l'apologie de la samba, de la capoeira, du gingado, de la légèreté. Bref, de presque tout ce qui dans la culture occidentale réclame peu d'efforts intellectuels et peu d'éducation formelle.
De cette manière, une bonne part de la population brésilienne est déchue de son droit de citoyenneté et au lieu de le conquérir, soit en obtenant des concessions de l'élite, soit par la lutte, elle aussi intériorise jusqu'à la moelle l'idée qu'elle est une particularité culturelle, alors qu'en fait la culture qu'elle représente est limitée à l'unique forme d'expression possible à une masse ignorante, marginalisée et privée des biens scientifiques, artistiques, politiques, technologiques, etc. Ce ne sont pas les ethnies amérindiennes et africaines qui dominent la particularité culturelle brésilienne, c'est la pauvreté, la marginalisation et l'ignorance qui en découlent et qui permet seulement de s'exprimer culturellement, artistiquement, de manière primitive. Ici, ce mot perd sa signification la plus courante dans l'anthropologie pour venir désigner un style d'expression culturelle répandu par les médias de masse, qui participe ainsi à la formation des masses populaires. Il n'est pas possible de développer un travail avec une prétention scientifique, sans définir clairement ce qu'est le Brésil, ou mieux ce qu'est un Brésilien, cet élément récepteur, influencé et consommateur de la culture française. Si nous pensons en accord qu'être brésilien c'est, a priori, naître sur le territoire et être soumis à la législation du pays, évidemment nous devons inclure dans ce groupe tous les bipèdes qui au Brésil prétendent être doués de raison. C'est ainsi qu'à partir d'une brève équation, nous arrivons immédiatement à la conclusion que la culture française touche une infime partie de cet énorme groupe défini comme brésilien. Infime en nombre, mais significatif qualitativement. Finalement, ce groupe, infime, soulignons-le, est responsable de l'administration politique et économique du pays, au moins jusqu'aux années 70. Dans l'immédiat, les Indiens sont exclus. De fait, ce groupe représente la plus petite part du peuple brésilien, 0,2%. Ensuite, les analphabètes, qui en 1950 composaient 50,5% de la population nationale. Cependant, cela ne veut pas signifier que l'on puisse affirmer que 49% de la population a été touchée par la culture française. De fait, si l'on continue avec l'exemple de 1950, sachant que la population brésilienne de l'époque était de 52 millions d'habitants, et que la langue française était la seconde langue enseignée à partir de l'enseignement secondaire, nous arrivons à un groupe restreint de 441 000 êtres humains, car c'était la quantité de personnes qui en 1950 entrèrent au collège, ce qui ne veut pas dire que on puisse parler encore du nombre des personnes touchées par la culture française. Il est évident que de ces 441 000 personnes, seulement une petite partie a achevé sa scolarité. Cela nous permet de conclure, même spéculativement, que seulement 44 000 ont réussi et se sont inscrites dans une université. En 1960, le nombre d'analphabètes baisse à 40% de la population. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.